Bonjour. Dans le cadre du cours sur la peinture espagnole au siècle d'or, je vous propose présentement un parcours thématique et chronologique de l'œuvre du Gréco à partir de 20 tableaux choisis parmi ceux exposés à Paris en 2019-2020. Ce parcours complète l'aperçu de 7 tableaux qui ont déjà été présentés en présentiel à l'UTLTB en octobre 2020. Il me faut évidemment vous redonner quelques repères chronologiques fondamentaux, puisque donc le Gréco, de son vrai nom Domenikos Theotokopoulos, est né à Candie en Crète, alors sous domination vénitienne, en 1541. En 1566, il est reçu en Crète, donc à Candie, maître peintre. Candie, c'est l'actuel Héraclion. Et ensuite, 1567, c'est son départ pour Venise. Il y reste jusqu'à 1570, donc à peu près 3 ans. Il a été dénommé dans certains documents disciple du Titien. Et en 1570, il quitte Venise pour Rome. Et il va donc rester à Rome avec des voyages à l'intérieur de l'Italie de 1570 à 1577, ce qui fait qu'en ajoutant le séjour à Venise, il est resté en Italie 10 années, de 1567 à 1577. Et pendant ce séjour à Rome, en 1570, il est au service du cardinal Alexandre Farnèse, et en 1572, il est inscrit à l'Académie de Saint-Luc, donc l'Académie des peintres à Rome. Et c'est seulement en juin 1577 qu'il arrive en Espagne et il va voyager, séjourner entre Madrid et Tolède pour s'installer définitivement à Tolède en 1585. Et il est décédé en 1614, le 7 avril, à Tolède, alors qu'il était ruiné. Voyons donc ce premier tableau. J'ai dit un parcours thématique et chronologique, c'est-à-dire que pour 8 tableaux, eh bien, je vous présente 2 versions du même sujet qui peuvent permettre de saisir son évolution sur le plan thématique. C'est la première de ces annonciations. Voici l'ensemble du tableau qui reprend une invention du Titien connue par une gravure de Caraglio, d'après donc le peintre vénitien. Toutefois, le visage de la Vierge est encore proche du style crétois des premiers tableaux du Gréco. Nous sommes vers 1569-1570, donc à la fin du séjour vénitien du Gréco. Regardons quelques détails de ce tableau, notamment la position de l'ange avec son bras droit levé vers le ciel. La Vierge toute d'humilité. Et vous pouvez maintenant comparer, donc je vous donne les éléments de titre, l'annonciation gravure de Caraglio d'après Titien, qui se trouve donc cette gravure à la Bibliothèque nationale. Voyez la gravure qui ressemble pour la partie inférieure absolument, tant en ce qui concerne l'ange que la position de la Vierge, à la peinture du Gréco. Voici exactement la comparaison des 2 œuvres. Et voyons maintenant une autre annonciation du Gréco, plus tardive, mais encore dans la période italienne, pendant le séjour à Rome, 1576, qui se trouve donc au musée Thyssen à Madrid. La voici,
donc avec une simplification du cadre spatial, aucun fond architecturé, et quant à la perspective, elle est très ramassée. Et cette perspective est donnée par les carreaux du sol en marbre. Le bondissement de l'ange est très fréquent dans les annonciations vénitiennes. La figure de l'ange, c'est-à-dire l'ensemble de la personne de l'ange, cet ange drapé de jaune sur sa tunique blanche, renvoie à l'art de Véronèse, autre Vénitien. La Vierge Marie assise, son livre de prière sur un bureau, elle est humble et craintive, elle est surprise par la survenance de l'archange Gabriel. Ce très beau tableau est intitulé dans le catalogue du musée Thyssen comme une annonciation italienne. C'est vous dire donc toute l'évolution du Gréco à la connaissance des peintres de l'Italie. Voyons donc quelques détails. On voit combien les visages évoluent depuis les premières œuvres encore baignées du style de l'iconographie crétoise post-byzantine. La mise au tombeau du Christ, premier tableau, qui se trouve donc à Athènes et qui, lui encore, nous rappelle la peinture de la Crète vénitienne. C'est un des tableaux les plus intéressants de la période vénitienne du Gréco. Donc, pendant le séjour à Venise, et conformément aux évangiles de Matthieu et Jean, nous voyons Joseph d'Arimathie et Nicodème qui déposent le corps du Christ dans un tombeau neuf en présence de Jean, de la Vierge Marie et des deux autres Maries. Sur la gauche se trouve un homme non identifiable qui regarde le Christ. La composition est redevable à des tableaux italiens sur le même sujet. On note aussi que les visages et les attitudes sont un peu statiques dans la tradition post-byzantine, donc comme je vous le disais, d'où vient le Gréco. Au premier plan, devant le tombeau, la couronne d'épines et les trois clous de la crucifixion. Quant au coloris, c'est une riche palette de tons chauds habituelle dans l'art de l'icône post-byzantine de Crète. Deuxième tableau sur le même sujet. Et cette fois pendant le séjour à Rome, 1570-1575. Donc, il illustre à nouveau ce même sujet. Ici, vous le voyez, la facture est très évoluée, tant pour l'exécution qui est plus assurée que pour la conception qui est beaucoup plus complexe et qui est une démonstration de virtuosité et de dynamisme. Gréco emprunte à Raphaël la figure, c'est-à-dire tout le corps, de l'homme debout dans le tombeau. À l'arrière-plan, un portrait reconnaissable du Titien avec son bonnet. La palette de coloris vive et brillante évoque les enluminures des heures du cardinal Farnèse, peintes par Giulio Clovio de 1537 à 1546. Et la composition est construite sur une grande diagonale ascendante, de gauche à droite, depuis le pied gauche du disciple soutenant l'aisselle du Christ jusqu'à l'arbre
au-dessus du rocher. Nous voyons mieux ici le visage du Titien lui-même avec son petit bonnet bleu ou noir. Il est au dernier plan du tableau, vers la gauche. Le voici encore plus en détail. Autre thème, le Christ portant sa croix. Ici, c'est encore une peinture entre Venise et Rome, donc vers 1570. L'image reprend une invention de Giovanni Bellini, autre peintre vénitien, et on note l'énergie du drapé qui rappelle le Tintoret, mais l'œuvre présente néanmoins des caractéristiques de l'art du Gréco, telles que mûries lors de ce voyage en Italie, avec l'exécution des cheveux, les carnations de couleur bistre, les touches de jaune éparses, particulièrement dorées autour du visage, formant ainsi une sorte d'auréole. Les yeux, la main, donc ceci représente déjà l'art du Gréco, donc mûri par son expérience italienne. Sur le même sujet, un tableau donc plus tardif, puisque ce tableau, le Christ sur le chemin du Calvaire, a été peint, lui, donc lors du séjour à Tolède vers 1585. Ici, le Christ se détourne de la croix pour regarder le ciel. On notera la subtilité du modelé du visage et en dépit des gouttes de sang qui perlent sur son front, le visage du Sauveur est ici idéalisé, apaisé et éclairé par la lumière divine, ce qui veut signifier l'acceptation de son destin. On retrouve ici un visage donc du Christ tout à fait dans le style des œuvres espagnoles de Gréco auxquelles nous sommes généralement habitués. Donc, regard du Christ vers son Père sur le chemin du Calvaire. Ici encore, Sainte Marie-Madeleine pénitente, une confrontation de deux tableaux. Premier tableau, donc pendant le séjour à Rome. Ce tableau montre des parallèles au Titien, tant pour l'aspect monumental du sujet que dans certains détails, tels la main droite, où on observe que le majeur et l'annulaire se touchent. La construction du tableau est en X, avec deux diagonales, la diagonale du rocher jusqu'au coude, d'une part, et d'autre part, la diagonale du livre jusqu'à la trouée céleste. Et le visage de la Madeleine se situe à la croisée des deux diagonales. Et ici, le peintre fait prévaloir la beauté sensuelle qui s'inspire aussi du Titien, avec le sein gauche presque dénudé. Évidemment, l'attribut
du flacon à onguent, l'attribut habituel de la Madeleine, et puis sa méditation sur le crâne. Voilà, elle regarde vers Dieu, qui est symbolisé par la trouée céleste que nous avons vue tout à l'heure. Voici les deux doigts qui sont joints. Et voilà le tableau de comparaison du Titien. Donc, quelque temps avant, vous retrouvez effectivement les deux doigts joints et puis donc aussi la poitrine presque dénudée, donc dans le même esprit qu'a peint le Titien, qu'a peint le Gréco, pardon. Deuxième tableau sur le même sujet, vous allez voir d'esprits tout différents, vers 1584, donc en Espagne. Comparé donc au précédent tableau du musée de Budapest, ce tableau offre une scène de parfaite contrition. La beauté sensuelle a cédé la place à l'attitude méditative. Je cite un historien de l'art, « Il n'y a plus de main qui souligne gracieusement sa poitrine, ses deux mains sont sagement croisées sur ses genoux. » Et le ciel tumultueux présente déjà des accents baroques. C'est véritablement ici l'attitude méditative, la contrition qui domine dans cette évolution de l'art du Gréco. On notera l'intensité du regard vers le ciel de la Madeleine. Avec ce visage allongé qui est bien celui que l'on retrouve dans la plupart des œuvres de la maturité du Gréco. Poursuivons maintenant ce parcours qui devient maintenant exclusivement chronologique. Le Christ chassant les marchands du temple, ce thème a été peint à 5 reprises par le Gréco. Ici, c'est le second tableau, vers 1575, donc à Rome. L'invention est d'origine vénitienne. Le coloris, d'abord, les trouées de perspective, l'articulation dynamique des figures dans l'espace, tout cela fait penser à l'art du Tintoret. D'autres éléments sont des emprunts romains. D'abord, des références à des antiques célèbres. Dans les poses des personnages, la femme endormie, l'homme de dos torse nu, la mère à droite debout tenant son enfant. Ceci donc est pris d'un modèle de l'Antiquité. Et puis aussi référence à deux génies romains de la peinture contemporaine. La figure du Christ dans sa colère a souvent été vue comme une réponse à celle de Michel-Ange dans le Jugement dernier de la chapelle Sixtine. Et puis le choix de situer la scène dans le contexte d'un portique est considéré comme un écho à l'école d'Athènes de Raphaël. Et puis, originalité de ce tableau, dans cette seule version des 5 tableaux sur le même sujet, eh bien, le Gréco a incrusté ici, en bas à droite, dans l'angle inférieur droit donc,
4 portraits de peintres, Titien, Michel-Ange, Giulio Clovio et Raphaël, en bas à droite, qui évidemment n'ont rien à voir avec la scène évangélique. On mesure tout le dynamisme de cette composition avec ces mouvements d'effraiement des protagonistes. Et ce vieillard qui pourrait être un philosophe de l'école d'Athènes de Raphaël, on voit ici, et puis donc les 4 portraits de peintres. Venons-en maintenant au premier tableau que le Gréco a peint très peu de temps après être arrivé en Espagne. Il arrive en Espagne en juin 1577 et par contrat du 8 août 1577, donc 2 mois après, le Gréco qui vient d'arriver se voit confier la réalisation de 8 toiles destinées à l'église du couvent de Santo Domingo el Antiguo à Tolède. Comme vous le voyez, le tableau de l'Assomption occupait la partie centrale de l'autel majeur. Actuellement, c'est une copie puisque l'original de l'Assomption se trouve à Chicago. Et dans l'attique, donc la partie supérieure du rétable, nous avons un autre tableau du Gréco qui est donc une représentation trinitaire que les historiens de l'art dénomment la compassion du Père, puisque Dieu le Père tient son Fils mort dans ses bras. Et vous allez pouvoir constater la différence donc entre Titien et le Gréco, puisqu'il est habituel de rapprocher ce tableau de l'Assomption du même sujet traité par Titien en 1516-1518 pour l'autel majeur de l'église des Frari à Venise. Donc, je vous montre la partie centrale du rétable où se trouve donc ce tableau, ici la copie, mais nous allons voir l'original de l'Assomption de la Vierge et comparons donc, voyons d'abord le tableau dans son ensemble qui fait un peu plus de 4 mètres de haut et qui a été photographié lors de l'exposition. Mais tout de suite, avant d'en voir des détails, voyons la différence entre l'œuvre du Titien. Voici donc l'œuvre du Titien qui se trouve donc dans l'église des Frari à Venise et qui est beaucoup plus haute puisqu'elle dépasse, elle atteint pratiquement les 7 mètres. Et la différence, enfin, il y a plusieurs différences évidemment, les apôtres sont tous tournés, on les voit presque tous de dos, jamais vraiment de face, et ils ont tous le regard tourné vers la Vierge qui s'élève entourée d'anges et au-dessus de laquelle l'accueil est fait par Dieu le Père. Alors que le Gréco, je vous donne quand même quelques détails de ce tableau archi-célèbre du Titien, l'un des tableaux les plus célèbres lorsque l'on voyage à Venise, au maître-autel de l'église des Frari. La magnifique Vierge avec son manteau splendide noué devant elle sur le fond rouge de sa robe et l'accueil de Dieu le Père. Voilà donc la comparaison et on voit que le Gréco n'a pas voulu peindre l'accueil du Père au-dessus de la Vierge puisqu'il l'a fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2 tableaux séparés
Dieu le Père ainsi que les deux autres personnes de la Trinité se trouvant dans le tableau de l'attique, donc au-dessus, tableau séparé. Voyons maintenant le détail de l'œuvre du Gréco. Alors, dans ces caractères, la première, si l'on regarde le bas du tableau avec les apôtres, l'articulation des attitudes est beaucoup plus paisible et qui met les figures en discussion les unes avec les autres. La palette des couleurs est très différente, elle est très claire et lumineuse. On note aussi la plasticité appuyée des corps. Et puis, il est à observer que les expressions, les types de certains personnages sont puisés dans les précédentes compositions du Gréco. Le jeune homme drapé de dos, par exemple, le vieil homme barbu, le sépulcre de biais, tout ceci sont des éléments que le Gréco avait déjà mis dans des tableaux précédents. Voyons maintenant des détails de la partie inférieure ici, avec donc ces éléments, le sépulcre de biais, le jeune homme drapé de dos, et puis cette discussion qui se fait entre les apôtres et qui était totalement absente du tableau du Titien. Les oppositions de couleurs aussi, vous voyez les jaunes, comment ils sont répartis, nous allons voir ça aussi dans d'autres tableaux. Le Gréco est un grand maître coloriste. Voilà, un dialogue entre certains apôtres. Et dans la partie supérieure, on voit qu'au pied de la Vierge se trouve un croissant de lune qui est d'ordinaire l'attribut d'un autre sujet, celui de l'Immaculée Conception. Et ici, donc, Gréco a voulu introduire cet élément, bien qu'il s'agisse d'une assomption, étant précisé que l'Immaculée Conception est vénérée en Espagne à cette époque, alors même que ni l'Assomption ni l'Immaculée Conception ne sont constitués en dogme. Ils ne le seront qu'au XIXe et XXe siècle. L'adoration des bergers. Le marché du 8 août 1577 que j'ai évoqué tout à l'heure, conclu par le Gréco avec l'administrateur de l'église Santo Domingo el Antiguo à Tolède, portait aussi sur des tableaux pour les autels latéraux. Et ce tableau était donc destiné, et il est toujours, non, il n'est plus sur place, il était destiné à l'autel du transept nord. Composition en deux registres qui est très fréquente dans la peinture gréco, plus particulièrement pour les tableaux en hauteur, ce qui permet à l'artiste d'étirer plus aisément ses personnages. Et nous savons que c'est une caractéristique de ces tableaux de la maturité. Les bergers entourent la Sainte Famille, trois d'entre eux adorent l'enfant Jésus et le regardent intensément. Les visages sont irradiés par la lumière de l'enfant Dieu. C'est lui qui projette la lumière autour de lui pour éclairer tous les visages, et notamment ceux des trois qui regardent cet enfant Dieu, ceci étant conforme aux révélations de Sainte Brigitte de Suède au XIVe siècle.
le groupe céleste des angelots paraît assez agité. Voyons maintenant un petit tableau sur un sujet très célèbre puisqu'il s'agit d'une réduction sur bois, un souvenir, entre guillemets, peint par le Gréco pour reproduire en dimension réduite à des fins soit de documentation personnelle, soit de cadeaux ou de vente à des clients, dimension réduite reproduisant le grand tableau, l'un des plus célèbres du Gréco, celui de l'Expolio, peint en 1577-78, commandé par le chapitre de la cathédrale de Tolède et toujours exposé dans la sacristie de cette cathédrale. Le petit tableau est une reproduction fidèle de cette grande toile de la sacristie, bien que moins éclatant pour les couleurs et la palette peut-être un peu moins fine pour les corps et visages. Mais c'est une reproduction néanmoins fidèle. Le Gréco conservait beaucoup de reproductions des tableaux qu'il faisait lui-même pour pouvoir ensuite les utiliser pour sa documentation personnelle, utiliser certaines parties de ces tableaux pour d'autres sujets. Les évangiles n'évoquent que le partage de la tunique. La tunique étant sans couture, ne pouvait être déchirée en plusieurs parts et donc a fait l'objet d'un tirage au sort entre les soldats. C'est tout ce que nous disent les évangiles. En revanche, les méditations du pseudo-Bonaventure ont enrichi la scène de détails pathétiques et donc c'est dans cet esprit que ce tableau a été peint qui met en valeur évidemment la tunique du Christ avant qu'il en soit dépouillé, cette magnifique tunique qui constitue le vêtement sacerdotal par excellence, puisque le Christ est le grand prêtre par excellence, et c'est pourquoi, logiquement, la tunique du Christ, vêtement sacerdotal, ne pouvait être située que dans une sacristie, là où les prêtres revêtent leurs vêtements liturgiques. Regardons en détail ce tableau où nous voyons le Christ entouré de moqueurs et de soldats. En bas à gauche, les trois Maries et à droite, le bourreau dont nous allons voir qu'il prépare la croix. Voici maintenant une Pietà avec un emprunt à une mise au tombeau du Titien, mais observons le tableau avec son cadrage serré qui comprime l'image. La composition est d'une grande force émotionnelle. Le cadavre du Christ, dont la chair déjà grise est baignée d'une lumière froide, se détache sur le bleu profond du manteau de sa mère. Celle-ci, sereine, retient la tête de son fils. Le jaune doré du manteau de Joseph d'Arimathie, d'une part, répond à la chevelure de Marie-Madeleine pour fermer la composition. Et ce même manteau, d'autre part, vient faire, par son retour, une auréole dans la chevelure du Christ. Donc un jeu des couleurs tout à fait dans le génie du Gréco. Le bras droit du crucifié, bras long et lourd, est repris de Michel-Ange, mais il est ici développé et rendu central. Il concentre le drame de la Passion.
la main placée en bordure du tableau invite le spectateur à la saisir, comme le fait Marie-Madeleine pour l'autre main. Donc c'est un tableau d'une grande richesse spirituelle. Il appartient à une collection particulière, il est donc très rarement montré. Et il faut profiter de l'exposition pour pouvoir le photographier. Toutes les photographies que je vous montre présentement ont été prises lors de l'exposition directement sur les tableaux, avec le maximum de détails. Regardons justement les détails de ce magnifique tableau. Saint-Louis et son page. Dès après son acquisition par le musée du Louvre en 1903, ce tableau a été identifié comme représentant le roi Saint-Louis à cause notamment des attributs. La couronne et le sceptre sont fleur-de-lysée. Louis IX, roi de France, canonisé en 1297, est le fils de Blanche de Castille. Et il était connu à Tolède. Il avait offert à la cathédrale de Tolède des manuscrits et des pièces d'orfèvrerie. Le cadrage à mi-corps devant un paysage à gauche, le motif d'architecture à droite nous rappelle le portrait de Charles Quint assis par Titien et le traitement de la draperie orange peinte par large touche évoque l'art vénitien du portrait. On note le visage très caractérisé et peu idéalisé de Saint-Louis avec un regard intense et mélancolique. L'enfant vêtu à la mode de l'époque porte une large fraise. Le tableau pourrait, je dis bien, représenter un portrait posthume du commanditaire habillé en Saint-Louis et accompagné de son fils. L'agonie du Christ au Jardin des Oliviers. Ce thème a été peint aussi plusieurs fois par Le Greco. Nous notons ici la maîtrise des effets de nuit, l'expression de la force dramatique des paysages, l'acceptation par le Christ de son sacrifice est préfigurée par le calice dans les mains de l'ange. Ce calice évoque aussi le mystère de l'Eucharistie, essentiel dans la pastorale postérieure au Concile de Trente et s'opposant à la théologie protestante. Le groupe des trois apôtres privilégiés qui sont endormis, est situé dans la trouée nuageuse à l'intérieur d'une grotte cavité, à l'image des grottes ovoïdes où les peintres byzantins installaient leur nativité. La composition présente des similitudes avec un tableau du même sujet peint par le Corrège au début du XVIe siècle.
Le Christ en croix adoré par deux donateurs. Le Gréco fait ici allusion à la dualité de l'existence humaine, avec en bas un prêtre et un aristocrate, lequel est sans doute le commanditaire, tous deux incarnant le monde physique, tandis que le Christ en croix représente le monde spirituel. Lorsque le tableau était suspendu au-dessus de l'autel, les donateurs se trouvaient à la hauteur de l'officiant. Et le tableau est fondé sur une dynamique ascensionnelle de la composition, soulignée par le jeu des regards. Regard des donateurs vers le Christ, regard du Christ vers Dieu le Père. On notera la magnifique représentation du corps du Christ en croix. La restauration de 1987 au Louvre a révélé une palette aux tonalités froides, un magnifique travail des blancs et une technique d'application de la peinture en fines couches par touche rapide. C'est vrai que sur les côtés, en tout cas, on a presque l'impression de se trouver devant une aquarelle. Corps splendide du Christ. Magnifique travail du surplis blanc du prêtre. On voit la légèreté des touches. Portrait du cardinal Niño de Guevara, grand inquisiteur d'Espagne. Je cite un historien de l'art, « Les reflets dorés qui illuminent la tenture précieuse contrastent avec la rigidité anguleuse du fauteuil de bois, dont la sévérité semble se transmettre au cardinal. » Le cardinal est tourné de trois quarts vers le spectateur. Il est assis sur une chaise à accoudoir. Notons la position des mains. La droite est ouverte et pendante, la gauche fermée sur l'accoudoir, ce qui renvoie probablement à deux pôles contraires dans l'attitude intérieure du cardinal. Celui-ci porte des lunettes cerclées, les plus modernes de son époque. Au tout premier plan, un papier au sol se détache sur le marbre et laisse lire la signature du peintre. La Sainte Famille avec Marie-Madeleine. On dénombre 5 tableaux connus sur le thème de la Sainte Famille, ce thème étant généralement dévolu à la dévotion privée. Joseph tient le bol de fruits, Marie-Madeleine est à gauche de la Vierge et regarde gravement l'enfant par-dessus son épaule. La Vierge, belle et méditative, fait de son vêtement un trône de majesté à Jésus, presque espiègle, qui s'apprête à saisir le fruit, ce qui symbolise sa passion à venir.
Il s'agit d'un des sommets de l'œuvre du Gréco. Portrait du frère Hortensio Félix Paravicino. C'était un religieux de l'ordre des Trinitaires, ainsi qu'on le voit sur la croix rouge et bleue, issu d'une noble famille italienne, poète et orateur. Il devint à 21 ans professeur de rhétorique à l'université de Salamanque. C'était un grand admirateur du Gréco et il écrivit un éloquent sonnet à son décès en 1614. Je cite un historien de l'art, « Ce tableau est un des exemples les plus achevés d'un portrait de la Renaissance, cumulant la force d'une individualité, le prestige d'une naissance et la détermination d'un destin. C'est un chef-d'œuvre rendant avec une vibrante perfection la nature optimiste, intelligente et enthousiaste de frère Hortensio. » Dernier tableau, l'ouverture du 5e sceau, dite aussi la vision de Saint Jean, donc à la fin de la vie du Gréco, 1610-1614. Par contrat du 16 novembre 1608, l'administrateur de l'hôpital Tavera à Tolède confie au Gréco la réalisation de plusieurs tableaux destinés aux maîtres-autels et aux autels latéraux de la chapelle. Livrable dans un délai de 5 ans, ce délai n'ayant pas été respecté par le peintre. Et la composition se réfère à l'épisode de l'ouverture du 5e sceau dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 6. Je cite une partie du texte, « Et quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusque à quand, Maître saint et vrai, resteras-tu sans juger, sans venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Fin de citation. C'est un tableau significatif du dernier style du Gréco, qui combine des inventions antérieures, le visionnaire les bras au ciel, les personnages masculins nus, repris du groupe antique du Laocoon. Je cite là encore un historien de l'art. « Amputé de sa partie supérieure, l'œuvre n'en est que plus explosive, renfermant, concentrant et enfin libérant une énergie qui fait l'effet d'un choc pictural et visuel pour tout regard qui la croise. Ainsi en a-t-il été pour Cézanne, Picasso et Chagall, particulièrement admiratifs de ce tableau. C'est l'histoire du salut des âmes symbolisée par le voile blanc qu'apportent les anges un peu en haut à droite. Dans un espace dépouillé, l'immense arc de cercle que forme la figure démesurément allongée de Saint Jean au premier plan semble générer au second plan le déploiement agité de 7 corps nus qui paraissent drapés dans le jaune et le vert. 7 corps nus,
Et dans l'Apocalypse, les deux nombres les plus importants sont 7 et 12. Les 7 églises d'Asie mineure sont les destinataires de l'Apocalypse. Il y a 7 trompettes, 7 sceaux, 7 coupes. Bref, le nombre 7 n'est pas un nombre au hasard, c'est un nombre éminemment symbolique qui contient deux nombres fondamentaux, le 4 et le 3. Le 3 étant celui de la divinité et le 4 celui de l'humanité, les 4 points cardinaux, les 4 saisons, etc. Et donc, nous voyons 3 sur fond vert et 4 nus sur fond blanc. Il faut rappeler que l'Apocalypse, ce n'est pas un livre exclusivement de malheur, c'est d'abord un livre de la révélation du Christ. Et c'est pourquoi donc tout tourne autour de la révélation du Christ rédempteur. Et ce tableau donc nous permet de terminer notre parcours sur le Gréco, dont j'espère qu'il vous aura permis d'apprécier davantage encore ce grand peintre. Voici pour terminer les images de détail du tableau de l'ouverture du 5e sceau.